Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, notre journaliste Eve-Maude White-Ulysse s'entretient avec le maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Jonathan Chalifou, au sujet des nouvelles limites de vitesse sur la rivière Richelieu. Nous recevons en studio Richard Pelletier qui vous invite à la grande vente de livres du 31 mai à Saint-Basile-le-Grand. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois rencontre Mme Françoise Falardeau, présidente du conseil d'administration de la Route des Arts Richelieu. Noé Poblette, porte-parole de la grande journée des petits entrepreneurs du 7 juin, nous rend visite et explique l'importance de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Finalement, Eve-Maude Ulysse-White se déplace à la ferme apicole Levaque-Joubert pour discuter du prix du fonds microcrédit agricole. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur du Régional. Bonne émission! La vitalité économique et sociale de la vallée du Richelieu-Rouville a été à l'honneur le 25 avril dernier, alors que la Chambre de commerce et d'industrie de la région tenait la toute première édition de son gala Illumina au pôle culturel de Chambly. Le nouvel événement qui succède au gala Grand Richelieu a récompensé les entreprises, organismes et individus qui façonnent notre territoire avec audace, créativité et engagement. Plus d'une quinzaine de prix ont été remis, soulignant l'excellence dans des domaines aussi variés que le commerce, la culture, la production manufacturière, les services professionnels ou encore l'innovation et l'environnement. Parmi les lauréats, on retrouve Ce que Fan veut, qui s'est distingué dans la catégorie commerce de détail, l'Arrière-Scène qui a remporté les honneurs en culture et tourisme, Demers Ambulance, bien connu pour son expertise en conception de véhicules d'urgence, a été récompensé par son rayonnement hors région. Clinique Hygiène Dentaire Belleuil est reparti avec 2 prix, dont celui convoité du public, La fierté d'ici. Le CPE Franquette La Grenouille a été salué pour son esprit d'innovation. La prestigieuse mention Entreprise de l'année a été décernée à Fondation Mira, également mise à l'honneur par le prix Fier Dirigeant, remis à Nicolas Saint-Pierre. Julie Larochelle, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville, a salué des parcours exceptionnels et des réalisations inspirantes qui font rayonner toute la communauté. Elle a promis une 2e édition encore plus festive en 2026. Après 7 ans de travail, un projet scolaire unique verra le jour à Belleuil dès la rentrée 2026. L'école alternative Le Repère, fondée par l'enseignante Geneviève Deroy et l'éducateur spécialisé Michel Filion, accueillera une trentaine de jeunes de 15 à 18 ans en difficulté afin de les préparer à une formation professionnelle et leur redonner confiance en leur avenir. Le repère offrira un encadrement personnalisé dans un environnement sécuritaire. Même si l'école est privée, elle fonctionnera comme un organisme à but non lucratif en collaboration avec les centres de services scolaires de la Montérégie. L'objectif est clair, réduire le décrochage scolaire et outiller ces jeunes pour le marché du travail en visant l'obtention d'un DEP. Les fondateurs cherchent maintenant à amasser 17 000 $ d'ici la fin mai sur la plateforme La Ruche pour aménager une cuisine éducative. Celle-ci permettra de servir un déjeuner chaque matin, d'apprendre à cuisiner son propre repas du midi et deviendra un lieu de socialisation essentiel pour les jeunes. Si l'objectif est atteint, le fonds 1001 pour la jeunesse est engagé à doubler la somme. La campagne intitulée « Une cuisine pour l'école Le Repère » a récolté plus de 6 000 $ jusqu'à maintenant. L'adresse exacte de l'école, qui s'installera sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, sera dévoilée une fois le bail officialisé. Le ministre québécois de l'Économie, Christopher Skeete, était de passage dans la vallée du Richelieu pour livrer un message sans détour aux entrepreneurs de la région. Le contexte économique mondial évolue rapidement et le Québec doit s'adapter. Devant les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville, le ministre a mis en garde contre la dépendance excessive envers les États-Unis, rappelant que près de 75 % des exportations québécoises y sont destinées, qui représente près de 463 000 emplois. Dans un contexte marqué par l'incertitude croissante liée à l'élection de Donald Trump, il a souligné l'importance de diversifier nos marchés en misant davantage sur le commerce interprovincial, les exportations internationales et l'innovation sociale. M. Skeete a rappelé avoir mené plusieurs missions diplomatiques dans des États stratégiques américains afin de défendre les intérêts économiques du Québec,
dont la signature d'une lettre d'engagement avec la Géorgie. Il a également déploré le manque d'investissement des entreprises québécoises, particulièrement de la part des dirigeants proches de la retraite, et a évoqué l'annonce prochaine d'un plan PME pour stimuler la productivité. Enfin, le ministre a insisté sur le potentiel du Québec dans le secteur de la défense, un créneau où la province pourrait générer des retombées économiques beaucoup plus importantes. On doit changer notre attitude, investir et se préparer à se protéger, a-t-il conclu. C'est la fin d'une époque pour le Centre de formation incendie de la vallée du Richelieu. La Régie intermunicipale de sécurité incendie mettra fin aux activités du centre à compter du 31 décembre 2025, tournant ainsi un chapitre qui s'était ouvert en 2011. Selon le directeur général de la Régie, Pierre-Damien Harel, la décision a été motivée par des enjeux de pérennité et de coût. Les installations actuelles sont devenues désuètes et ne répondent plus aux normes des écoles de formation en sécurité incendie. Remplacer le centre aurait coûté entre 600 000 et 1 million de dollars, alors que ses revenus annuels sont d'environ 80 000 dollars, juste assez pour couvrir les frais d'entretien. L'idée initiale de déménager le centre à l'arrière de la nouvelle caserne sur le boulevard Yvon-Lheureux est donc abandonnée. M. Harel indique toutefois que le site actuel sur la rue Dupré continuera de servir à la formation interne des pompiers de la région et qu'un projet plus modeste pourrait voir le jour dans quelques années. La fermeture du centre de formation s'inscrit dans un contexte de recentrage des priorités pour la Régie incendie intermunicipale qui avait déjà abandonné son modèle de codirection générale en décembre dernier, ce qui avait entraîné le départ de Mme Sylvie Gosselin. La ville de McMasterville fait un geste concret pour prévenir les noyades. Des cours de natation seront offerts gratuitement aux jeunes enfants dès cet été à la piscine municipale du parc Gilles Plante. Les cours visent les jeunes de 5 à 12 ans. Ils seront offerts 3 jours par semaine, les dimanches, mardis et jeudis, pour un total de 8 séances. Un dépôt de 25 $ est exigé, mais sera remboursé si l'enfant participe à 6 cours ou plus. Le maire Martin Dulac précise que la municipalité assume entièrement les frais sans subvention afin de lever tout obstacle financier à l'apprentissage de la natation. C'est une intervention des sauveteurs l'an dernier qui a permis d'éviter de justesse un drame. Ça a servi de déclencheur pour cette initiative. La période d'inscription débute le 14 mai et l'objectif est clair, éviter que l'incapacité de nager mène à des tragédies. En parallèle, la Ville continue aussi de former des sauveteurs gratuitement grâce à une subvention du ministère de l'Éducation. Depuis 2023, près d'une cinquantaine de personnes ont pu bénéficier du programme, ce qui permet de contrer la pénurie dans ce domaine essentiel. La piscine municipale ouvrira officiellement du 21 juin au 17 août avec une pré-ouverture les 14 et 15 juin. Les bains libres, eux, demeurent payants, 3 $ pour les adultes résidents et 2 $ pour les enfants et les aînés. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans la vallée du Richelieu. Bonjour, M. Chalifou. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonne journée. Content de vous recevoir à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Donc, expliquez-nous, pour commencer, c'est quoi la genèse de cette nouvelle réglementation-là sur la rivière Richelieu? Nouvelle réglementation, il faut remonter il y a 10 ans déjà. Il y avait vraiment des associations de riverains qui étaient inquiets pour la rivière. Il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de ski nautique, beaucoup de bateaux, beaucoup de va-et-vient, de l'érosion des berges. Il y a une dizaine d'années, Saint-Antoine, avec une autre municipalité, se sont associés puis ont regardé au niveau réglementation, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis c'est vraiment au niveau fédéral là, qu'il fallait passer le processus. Et Saint-Antoine a comme lancé le bal, tranquillement, pas vite. Puis avec le temps, il y a d'autres municipalités qui se sont regroupées. Fait que là, on parle de Saint-Antoine, Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Marc. C'était 4 municipalités. Là, on est parti il y a une dizaine d'années, mais le processus au niveau fédéral, c'est très long. Fait que ça a commencé il y a 10 ans. Il y a eu un premier jet, tranquillement, pas vite. Après ça, il y a eu des consultations au niveau des citoyens. Puis là, tout ça, ce que je vous dis là, c'est en l'espace de 6 ans, avant de réussir à avoir un premier règlement à Transport Canada, qu'on appelle, sur l'utilisation des bateaux. Ça a pris 6 ans à se rendre là. Nouvelle élection, nouveau conseil de ville. Ça veut dire qu'on recommence au complet? Pas au complet. Transport Canada avait fait la première, qu'on va dire, il y a tout le temps 2 lectures de règlement. La première lecture avait sorti.
Puis là, il y a eu un peu un mécontentement de certaines associations qui se sont comme rendues compte de la réglementation de 10 km/h qui s'en venait sur l'ensemble du tronçon des 4 municipalités. On parle d'un tronçon d'à peu près 23 km. Là, on tombait à 10 km/h tout le tronçon. Transport Canada, quand ils ont vu qu'il y avait un petit peu de grogne, ils nous ont renvoyé ça dans nos conseils municipaux, puis ils ont dit « Nouveaux élus, nouveaux conseils, reconsultez votre population pour voir qu'est-ce qu'il y en est. » On sort d'une pandémie, les gens étaient un petit peu absorbés des règlements. Un petit peu plus frileux à avoir des nouveaux règlements. Oui, là, on était très frileux. Les premières consultations, il y avait 15 à 20 citoyens dans les salles. Deuxième mouture, on a tombé à 125 à 150 personnes à Saint-Antoine qui est venu à la séance d'information, bien plus de consultation. C'était pas de l'information, on consultait les gens pour le nouveau règlement. Quand on dit qu'on est 1800 par citoyen, on a 150 dans la salle était bien bondée, très polarisée. Beaucoup de gens contre, beaucoup de gens pour, à trancher au couteau, 50-50. On écoutait les arguments de chacun. On était très concis, 3 minutes par personne. On voulait savoir oui, pourquoi, non, pourquoi. Puis après ça, là, on a eu d'autres discussions avec l'association des marinas aussi, puis des riverains suite à ces consultations-là. Ils voulaient avoir leur mot à dire dans la réglementation. Puis suite à ça, on a brassé tout ça, les conseils municipaux, pour arriver à une mouture améliorée pour essayer d'arriver à un consensus commun. Fait qu'on a des zones à 10 km/h, on a des zones à 50 km/h, on a des moments de la fin de semaine où on n'a pas le droit de faire de sport nautique tracté, et on a joué avec la réglementation comme ça. C'est ça, expliquez-nous en détail, c'est quoi exactement cette nouvelle réglementation-là? Là, il y a des heures où est-ce que le sport nautique est permis sur la rivière, il y a des nouvelles réglementations de kilomètres-heure. Expliquez-nous ça en détail. En détail, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Il y a des zones de 10 km/h qui se trouvent avec les noyaux villageois, comme Saint-Antoine-sur-Richelieu. On parle de la prise d'eau de la IBR, là, c'est notre régie intermunicipale du Bas-Richelieu d'Aqueduc, 500 mètres en amont. Et quand on dépasse le bac à câble, le fameux bac à câble qui traverse de Saint-Antoine à Saint-Denis, on est 300 mètres plus loin. C'est une zone, la première zone de 10 km/h. On a une autre zone de 10 km/h qui se trouve au noyau villageois de Saint-Marc. Même chose, le bac à câble. Et jusqu'à l'auberge Enfield, là, c'est une autre zone où c'est 10 km/h. Et après ça, on a une autre zone là, au niveau des îles Janotte et aux Serres. L'auberge Enfield, là, une autre zone qui est à 10 km/h. Le reste des zones dans notre territoire sont à 50 km/h. Puis si on se rapproche des berges, il faut rouler 10 km/h pour les protéger. La fin de semaine, les sports nautiques, j'y vais de mémoire, là, parce que je ne veux pas induire personne. Là, le samedi puis le dimanche, dans le jour, les sports nautiques là, tractés sont interdits, comme le wakeboard, sont interdits là, dans la journée, mais on peut le soir et le matin. C'est les grosses normes là, du règlement. Les bouées ont été installées l'année passée, une première zone de bouées. Cette année, toutes les bouées vont être en place. Et dans le coin de l'île aux Serres et l'île Janotte, il y avait comme un coin où il y avait beaucoup de rassemblements nautiques. Les gens arrêtaient pour faire la fête. Cette zone-là est interdite aux embarcations moteurs. Aucune embarcation dans cette zone-là à cause du chevalier cuivré. C'est une zone de reproduction. Fait que cette section-là est complètement fermée à la navigation. Mais le reste de la rivière, dans notre corridor, c'est des 50 puis des 10 km/h. Mais il y en a qui disent que ça va prendre des heures pour se rendre à Belleuil ou vice-versa, se rendre aux Écluses. Mais quand on met ça sur papier puis qu'on respecterait à la lettre la réglementation, ça prend 64 minutes faire le tronçon de 23 km en respectant les limites. Avant, ça prenait peut-être une trentaine de minutes. Fait qu'au final, c'est 30 minutes supplémentaires pour protéger notre Richelieu. Cet été, ça va être le premier été où est-ce qu'il va y avoir toutes les bouées installées sur la rivière. Comment ça s'est passé l'été passé? Est-ce que les gens respectaient quand même la nouvelle réglementation, même si elle n'était pas totalement encore implantée? L'année passée, c'était vraiment une année de sensibilisation. La Sûreté du Québec qui fait appliquer le règlement sur notre rivière a passé beaucoup l'été à faire de la sensibilisation.
Les gens, déjà, on voyait un changement majeur, mais on a toujours les récalcitrants, comme sur la route ou dans la vie de tous les jours. Il y en a qui ont un petit peu plus de difficultés à respecter la réglementation, mais cette année, là, toutes les bouées sont en place, vont être en place, là. Ils sont en train de les installer. Fait que ça va être une belle été là, pour coordonner le tout, puis faire l'application. Là, cette année, c'est pas de la sensibilisation, on tient à le préciser, mais cette année, c'est de l'application réglementaire. Fait que la Sûreté du Québec s'en va en application réglementaire. Comment est-ce qu'il va y avoir de la surveillance nautique pour faire en sorte qu'on est sûr que les gens respectent la loi? Est-ce qu'il va y avoir plus de pancartes avec justement la réglementation? Comment on va s'assurer que les citoyens le respectent, la réglementation? Déjà, toutes les entrées d'eau, on pourrait dire, toutes les mises à l'eau sur la rivière Richelieu, tous les panneaux indiquant la nouvelle réglementation ont été installés. Déjà, quand on arrive à mettre à l'eau notre bateau, on a déjà les pancartes qui sont installées au niveau du sol, là, au niveau de la terre. Au niveau dans l'eau, les bouées sont installées aux zones où il y a les changements de vitesse. Et là, la Sûreté du Québec, là, j'ai déjà reçu la planification des sorties nautiques. Ils ont un bateau qui est basé à Saint-Charles. Puis, ils ne font pas juste de la patrouille de 8 à 5 dans la semaine. On parle vraiment du week-end et des soirs où ce qui fait beau. Là. On n'envoie pas le bateau de la Sûreté du Québec quand il fait 10 puis de la pluie ou ce qu'il n'y a pas personne sur la rivière. Cette année, ça va être vraiment ciblé les journées où ce qui va faire beau, où c'est plus festif, là, qu'il va y avoir la présence de la Sûreté du Québec. Et ils ne vérifient pas juste la vitesse puis le règlement. La Sûreté du Québec, c'est vraiment la sécurité nautique, là. Ils font des vérifications d'embarcation, vérifient si tous les gilets de flottaison individuelle sont là. Ils font un large, on peut dire, mais ils vont aussi travailler sur la réglementation cette année, là. Les sanctions vont ressembler à quoi si les citoyens ne respectent pas cette nouvelle réglementation? C'est des amendes monétaires. C'est au-delà de 250 $ pour les infractions, là, plus les frais de cours. Dépendant, c'est une première récidive, deuxième récidive. C'est plus la Sûreté du Québec qui va gérer les montants des amendes. Mais cette année, là, c'est des amendes là, salées, oui. Pourquoi c'était important pour Saint-Antoine-sur-Richelieu de s'impliquer dans ce projet-là? À l'époque, le conseil municipal, moi, je dis toujours, je suis la suite des conseils antécédents. C'est pas un dossier, c'est moi qui ai amené, c'est d'autres conseils, mais on doit de le porter jusqu'à la fin, car à l'époque, ils ont vraiment décidé d'embarquer dans le dossier. Fait qu'on a continué le dossier. Vraiment une protection des berges, la protection de notre Richelieu, la sécurité aussi nautique. La fin de semaine, il y a énormément de bateaux qui circulent à des vitesses assez effrénées des fois. C'est la cohabitation, tout le monde ensemble. On n'a pas eu d'accident regrettable depuis toutes ces années-là, mais on est plus en sensibilisation puis en amont pour prévenir des accidents nautiques et aussi là, une protection des berges, essayer de garder notre qualité de l'eau. Il y a d'autres choses que les bateaux là, sur la rivière qui amènent de la mauvaise qualité d'eau. Là. On a des lessivages des terres, mais il faut que tout le monde fasse son petit bout de chemin pour qu'au final, là, notre rivière devienne plus agréable pour tout le monde, puis que l'eau, la qualité de l'eau, c'est où ce qu'on puise l'eau pour à peu près au moins 250 000 personnes dans la région, de Sorel aller jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une source d'eau potable là, pour beaucoup de gens, puis il faut la préserver là, avec une belle qualité. Selon les études de la MRC, c'est vraiment des menaces environnementales là, très importantes. C'était quoi exactement ça, ces menaces-là? Pourquoi ce règlement-là était si important pour l'environnement? C'est important, mais c'est vraiment les berges, l'érosion des berges, puis garder le chevalier cuivré en arrache beaucoup, une des espèces qui en arrachent beaucoup. Il y a des bateaux qui ont des sillages assez imposants, qui font en sorte qu'il y a beaucoup de contaminants qui sont relevés dans l'eau. Là. Mais c'est pas tous les bateaux, là, on s'entend. Il y a des bateaux plus... les wakeboards, c'est quand ils font du sillage, ça brasse plus l'eau que d'autres. Puis des fois, certaines zones où il y a moins de tirants d'eau, il y a des contaminants qui se sont déposés depuis des années, que là, on remet en suspension là, pour la rivière, qui est moins intéressant là, pour les espèces qui y vivent, puis pour notre eau potable là, qu'on puise. Là. Puis l'érosion des berges, les glaces au printemps qui font beaucoup de dommages aussi. Mais si on rajoute les bateaux, c'est comme la succession de beaucoup de choses fait en sorte que là, ça se désagrège plus vite dans certaines zones. Plus tôt, vous avez parlé des berges. Dans votre municipalité, qu'est-ce que vous avez remarqué
C'était quoi l'impact sur les berges de Saint-Antoine-sur-Richelieu? Là, présentement, on n'est pas en mesure de le regarder à long terme. Là. C'est sûr que l'arrivée du règlement, l'année passée, c'était comme la première année de sensibilisation. On a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais ça va être vraiment dans 2 ou 3 ans qu'on va pouvoir plus quantifier les impacts là, au niveau des berges. Là. Parce que les glaces aussi font beaucoup de dommages. Les bateaux l'été, ça dépend de la période. Comme aujourd'hui, c'est une journée où l'eau est très haute. S'il y a des bateaux qui circulent, les dommages sont plus majeurs sur la berge versus plus bas, dépendant de la période. Mais ça va être dans 2 ou 3 ans, 4 ans qu'on va plus être en mesure de voir les impacts au niveau des berges puis au niveau de la qualité de l'eau là, avec nos usines d'aqueduc. Mais comme je le répète, c'est pas juste les bateaux, c'est un ensemble de facteurs. En amont, on travaille aussi sous les cours d'eau au niveau de la MRC. Parce que tous ces cours d'eau-là se jettent dans le Richelieu. Fait que c'est un ensemble de mesures, au final, là, qu'il va falloir mettre en marche. Puis au niveau de la MRC, là, on est vraiment la rivière rendue notre signature important pour toute la région. Pas juste nos 4 villages, mais les 13 villes et villages là, de la MRC de la vallée du Richelieu. Là. On a pris une déclaration d'amour pour notre rivière, comme je tiens à le dire, que tout le monde veut travailler à la garder la plus belle puis le plus longtemps dans son état le mieux possible. Quelle a été l'implication de la MRC-VR dans ce projet-là? Bien, au début, vu que c'était plus les 4 municipalités qui ont commencé le dossier, la MRC était plus là en appui là, au niveau de la réglementation, vu que c'était juste nous 4, là, certains conseils au niveau de la MRC. Mais là, il y a plus un virage de la MRC que tout le monde embarque là, pour l'ensemble de la rivière sur l'ensemble entre Chambly et Saint-Ours, on peut dire, qui est en dehors de notre MRC. Là. Mais vraiment, là, ça a éveillé une conscience là, au niveau de la MRC, au niveau de la région, qu'il faut prendre soin de notre rivière. Fait qu'on en est là. Je suis fier parce que les 13 de la MRC ont d'un commun accord unanime. Des fois, en politique, il y a tout le temps il y a tout le temps quelques récalcitrants, mais les 13 sont vraiment haut et fort, et là pour notre rivière, puis on veut en prendre soin pour les générations futures. Là. Ça a été quoi les réactions des citoyens puis des usagers de la rivière? Très varié. Comme je vous disais tantôt, on était très polarisants, les séances de consultation, là, très polarisées. Vraiment, ceux qui étaient pour la réglementation puis auraient voulu qu'on soit encore plus sévère. Il y en a beaucoup qui voulaient interdire complètement le wakeboard, interdire sport tracté, 10 km/h sur l'ensemble du tronçon. Fait que 23 km à 10 km/h, là, on parlait de 64 minutes pour faire le tronçon tantôt, là, mais là, ça aurait pris 2h30. Là, j'aurais compris certains citoyens que c'est plus long aller souper à Belleuil puis revenir. Côté des amateurs de nautisme, c'est plus d'avoir des réglementations supplémentaires qui, comme je vous disais, on sortait de la pandémie, les gens, ils avaient le goût de liberté. Puis j'ai compris aussi, on en a beaucoup de réglementations du soir au matin dans notre vie en quotidien, mais c'est de vivre en communauté. On a fait un compromis, c'est pour ça qu'il est arrivé un compromis des 50, des 10, on a écouté tout le monde. Les nouveaux des marinas, déjà, ils favorisent en avant des marinas d'être à 10 km/h pour ne pas causer des problèmes au niveau des quais et des bateaux. On a pris tout ça, c'était un travail de longue haleine, d'essayer d'arriver à un consensus. Puis même, au final, c'est des votes des conseils municipaux. Chez nous, il y avait 4 conseillers pour, 2 conseillers contre. C'est la démocratie. On y était à 4-2. Certaines municipalités, ça finit 3-3. C'est la maire qui a tranché. Mais au final, la réglementation, avec les compromis de tout le monde, a été acceptée là, au niveau des 4 municipalités. Ça a repassé 2e lecture au niveau fédéral, un processus qui est très long, mais en méthode accélérée, parce qu'ils nous avaient demandé de refaire la consultation. Puis là, l'an passé, là, on a eu la réponse, là, finalement, du fédéral pour tout ça. Puis même entre-temps, le fédéral a changé les méthodes pour arriver à ce genre de réglementation-là. Fait qu'ils ont vu, même eux, le gouvernement fédéral, que c'était long et fastidieux. Ils ont revu la réglementation de pouvoir changer la réglementation pour les autres municipalités. On était des précurseurs, les 4. On a travaillé pour l'ensemble du Québec. Il y avait d'autres zones aussi au Québec dans le règlement, mais on a travaillé à changer un peu parce que ça a pris comme 6 ans entre le début puis venir à bout d'une première mouture de règlement. C'est énorme, 6 ans, là, quand il y a des choses qu'on veut corriger, améliorer.
Mais le gouvernement a changé un peu son fusil d'épaule, là, et il y a des nouvelles méthodes. Je n'ai pas tout lu parce que nous, c'est fait. Fait que je ne veux pas me relancer dans un débat qui était... c'était très difficile il y a 3 ans. On arrivait, c'était beaucoup des nouveaux élus. Puis on demande de reconsulter la population. Ça n'a pas été facile. Ça a laissé des traces. Mais là, on est rendu à l'application, puis on va respecter là, qu'est-ce qui a été mis en place. Qu'est-ce que vous leur dites aux citoyens qui disent que c'est un peu brimer leur liberté nautique, ces nouvelles règles-là? Mais il reste encore des zones au Québec où on peut s'en donner à cœur joie, on peut dire. Tu sais, il faut pas se faire de cachette là, que quand on a... Notre rivière est une rivière qui est relativement étroite par section et certaines combinaisons d'embarcations dans ces secteurs-là, c'est pas propice là, à faire certaines activités. On a un fleuve Saint-Laurent on a des 2-3 km de large où on peut aller s'amuser, mais c'est sûr que je comprends les citoyens qui restent à Belleuil ou qui restent à Saint-Marc. C'est pas mal plus facile de partir de chez eux directement puis de prendre la rivière. Là. C'est un peu plus long, on se rendre dans certaines zones. Mais je pense que c'est un effort collectif là, pour la sauvegarder puis pouvoir avoir le droit de l'utiliser le plus longtemps possible. Là. Merci beaucoup, M. Chalifou, pour votre temps. C'est très gentil. Merci beaucoup. On retrouve en studio Richard Pelletier, qui est président de la Société d'histoire de Saint-Basile. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de la méga vente de livres d'occasion qui va se dérouler du 31 mai au 2 juin prochain. Oui. Alors, 31 mai au 1er juin, mais 2 jours. OK, donc le samedi et le dimanche. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette vente de livres-là? Ah ben, ce sont des livres, d'abord un très grand choix de livres. On a au-delà de 15 000 livres. 15 000 livres. Toutes catégories. Des livres sélectionnés, bien classés. On occupe un aréna au complet et les livres se vendent à des prix variant de 1 à 2 $. Alors, pour tous ceux qui cherchent un livre ou qui ont l'appétit de lire, c'est l'endroit idéal là, pour passer le week-end. Oui, alors soit qu'on recherche un livre ou on peut se permettre des découvertes. Parfois, sur 30, 40 $, on n'est pas certain d'aimer l'auteur, mais 1 ou 2 $, on peut toujours prendre une chance. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez dit 15 000 livres. Comment vous recueillez tous ces livres-là avant de les vendre? Ce sont majoritairement des dons de citoyens. Alors, les citoyens peuvent aller déposer leur livre à la bibliothèque. Certains, en même temps qu'ils vont donner des objets, vont le donner au comptoir communautaire de la paroisse. Et nous, une fois par semaine, on recueille ces livres-là. On les amène à une équipe qui va s'occuper de les sélectionner, de les classer en prévision de la vente annuelle. Comment on sélectionne les bons livres? Ça dépend. Pour la vente, bien sûr, les livres qui sont un peu des sujets un peu périmés, des anciens livres d'informatique, on ne les gardera pas. On va prendre des livres parfois un peu plus récents, qu'il faut qu'ils soient quand même aussi en très bonnes conditions. Il y a des livres, on a des livres anciens, on a également des livres rares et de collection. Ceux-là vont peut-être, on a une table comme ça qui sont des livres de collection un peu plus chers que 2 $. OK. Mais pour des livres très anciens. Mais sinon, on essaie de juger de la pertinence et de l'intérêt. Les livres de Donald Trump, on les laisse aux poubelles? On peut en emmener 2, 3, parce qu'il y a quand même des gens curieux. J'en ai vu passer. C'est quoi l'objectif là, de ramasser, de faire cette vente-là pour vous à la Société d'histoire? Pour la Société d'histoire, à l'origine, et ça le demeure aussi toujours, c'est une source de financement. C'est la principale source de financement de la Société d'histoire, c'est cette activité-là. Mais au fil des ans, on s'est rendu compte que c'est devenu une activité familiale qui est très, très attendue. Les grands Basilois et les gens de la région attendent cet événement-là. Alors... c'est la combienième édition cette année? C'est la 14e. Quand même. Donc, c'est ancré dans la communauté. Les gens attendent ça. Et à partir du moment où le mois d'avril arrive, là, on commence à recevoir des courriels. Là, on n'a pas encore vu l'annonce, c'est quoi les dates, les heures, etc. Là, 15 000 livres, M. Pelletier, vous ne devez pas être seul là-dedans. Là. Comment ça fonctionne, l'organisation? Il y a des bénévoles, OK. Une équipe plus restreinte qui travaille toute l'année
j'allais dire 52 semaines, mettons 50 semaines, on leur donne leur Noël, là, mais qui vont recueillir, classer les livres, comme j'ai mentionné, ça c'est à l'année. Et pendant la fin de semaine, à la fois pour l'installation de la vente et pour le démontage, mais surtout pour les 2 jours de la vente, on a à peu près 35 bénévoles qui sont présents, parce que Il faut pré-classer les livres, j'imagine? c'est déjà fait, ça. Ça, c'est déjà Ça, fait. c'est fait. Il faut les disposer correctement sur table. C'est une chose que d'avoir des livres classés, mais encore faut-il que ce soit agréable comme démarche pour l'acheteur, les mises de côté, gérer les gens, les caisses, éviter qu'il y ait des files d'attente. Enfin, c'est de prendre soin de nos acheteurs. Parler de prendre soin de vos acheteurs, c'est quoi l'ambiance à la vente? Comment ça se passe? C'est festif, au moins joyeux, parce que tous les gens qui viennent là, les familles, les jeunes enfants, les aînés, on a des gens de tous âges, on va à une vente de livres, on va à la découverte, puis on découvre des livres, puis on les achète à petit prix. Hein? Alors, il n'y a pas de stress, ce ne sont que des gens souriants, tellement que nos bénévoles nous demandent de revenir année après année parce que l'expérience est extraordinaire. Comment ça fonctionne lorsque on veut acheter un livre? Est-ce qu'il faut les avoir dans les bras ou est-ce qu'on a des boîtes? Là, on a justement, quand je dis on s'occupe bien de nos acheteurs, oui, il y a des gens qui achètent beaucoup de livres. On a nos bénévoles se promènent et si vous avez plusieurs livres dans vos mains, ils vont vous offrir, voulez-vous qu'on les prenne? On va mettre votre nom dessus et on va les mettre de côté. On a des tables de mise de côté au fond de l'aréna et les gens peuvent se promener librement. Puis à qui ça s'adresse? Quel genre de personnes qui viennent vous voir normalement? Tous âges. Tous âges? Oui. De la poussette à la marchette. Remplir la poussette de livres. Oui. Mais des jeunes, écoutez, pratiquement bébés, on comprend que c'est des parents, là, mais ils viennent avec leurs jeunes enfants. Aussitôt qu'ils sont assez vieux pour dépasser la table, c'est souvent eux autres qui choisissent les livres, là. Sous l'influence des parents, on a les ados. Beaucoup de livres jeunesse. Alors, ils ont des romans jeunesse, là, ils ont des séries qui se recherchent. Il y a des gens qui cherchent des guides de voyage, des romans, alors, tous âges, vraiment. Là. Quand on cherche, on voit des livres, il y a des histoires dans les livres. Vous, avez-vous vu des histoires particulières de gens qui ont, par exemple, trouvé un livre qu'ils cherchaient depuis longtemps, puis là, qui ont été émerveillés de le trouver? Là? Oui, ça arrive souvent. Je me souviens même d'une dame qui était venue, qui regardait les livres comme ça par hasard, qui voit un livre sur sciences infirmières, qui ouvre le livre. Et en ouvrant le livre, la première chose qu'elle voit, c'est une photo d'elle-même. C'était de voir son visage. Je me dis, j'ai jamais vu ni ce livre, ni cette photo. Alors, elle avait fait le reste de la vente. Elle tenait son livre comme ça pour continuer à chercher. Alors, pour 2 $, elle venait de se payer un souvenir là, de grande valeur. Mais on a vu des jeunes enfants qui ont commencé à 5 ans à venir chercher des petits livres d'enfants et qui aujourd'hui sont de jeunes adultes et qui font des lectures beaucoup plus sérieuses, mais qui, à chaque année, on les a vus progresser parce que malgré qu'on remplisse l'aréna, on reconnaît nos gens qui reviennent quand même. Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore allées, on invite tout le monde à la méga vente de livres d'occasion à Saint-Basile-le-Grand. C'est dans l'Aréna. 10 rue Bella Vista à Saint-Basile. Ça commence à 9h30 le samedi. Soyez là le samedi matin. C'est le moment où tous les nouveaux livres sont là. On peut le mieux choisir. Oui. Alors, on vous attend et on va vous accueillir. Monsieur Pelletier, merci beaucoup de faire ça. Puis, je vous souhaite une belle vente de livres. Puis, je suis certain que vous faites plaisir à beaucoup de gens avec ça. C'est moi qui vous remercie. La Route des Arts du Richelieu est un incontournable pour les gens de la région. Madame Falardeau, vous êtes la présidente du CA de la Route des Arts. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Vous innovez à chaque année. C'est quand même assez intéressant. Vous avez une invitation à faire aux gens, d'ailleurs, prochainement. Oui, en fait, la Route des Arts, on est à l'écoute aussi de nos visiteurs. Donc, dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui disaient pourquoi vous ne vous regroupez pas ensemble, qui fait que c'est moins de déplacements, en fait, au niveau de l'environnement aussi, moins peut-être de voitures sur les routes. Donc, on a décidé cette année d'innover avec un symposium qu'il n'y a pas actuellement dans la région.
Donc, le symposium, c'est un endroit où tous les artistes se regroupent sur un même lieu. Cette année, c'est sur le terrain de la Maison de la culture Villebon, là où se tient l'événement Caput, pour ceux qui connaissent l'événement. Donc, on va être une trentaine d'artistes qui allons vous recevoir pour montrer notre travail et puis, par la même occasion, profiter de l'occasion pour vous inviter à venir voir nos ateliers en septembre. Oui, puis aussi, vous dites les ateliers en septembre, à ce moment-là, les ateliers, c'est des portes ouvertes. Ça ne sera pas le même type d'événement que le 7 et le 8 juin. Non, exactement, c'est complètement différent. 7 et 8 juin, on est une trentaine d'artistes regroupés dans un même lieu. En septembre, ça se tient uniquement qu'à l'intérieur de la MRC de la vallée du Richelieu. Donc, on est 17 artistes à ce moment-là qui ouvront nos ateliers. Donc, on invite excusez, le visiteur à venir voir notre espace de travail. Ce qui est intéressant aussi, parce que souvent, quand on est en symposium, on n'apporte que quelques œuvres parce qu'on ne peut pas déplacer l'atelier au complet. Fait qu'en vous présentant notre atelier, vous voyez vraiment toute notre démarche en arrière de l'œuvre. Vous pouvez voir des choses anciennes, des choses nouvelles. Comme moi, je fais de la gravure, donc la presse, je vous montre comment je travaille à la presse, comment je fais mes impressions. Fait que chaque artiste a sa spécificité dans son atelier. C'est ce qui est intéressant à visiter pour voir comment l'artiste travaille. Parce que cette année, c'est les arts visuels et les métiers d'art aussi. Cette année, là, je dois dire, je ne suis pas seulement sûre. Il n'y a pas beaucoup de métiers d'art cette année. Dans les autres années, oui, on avait de la poterie, tout ça. On avait de la joaillerie aussi. Je crois que cette année, on n'a que des artistes en art visuel. On vient juste de terminer l'appel de dossier, donc je ne suis pas Mais certaine vous avez qu'il y ait été chercher vraiment... des artistes à l'extérieur de la MRC Pour le symposium. pour le symposium. Parce qu'on s'entend que pour les portes ouvertes, on ne demande pas aux artistes d'aller à Granby, aux visiteurs, je m'excuse, d'aller à Granby ou en fait, on a restreint le territoire à l'intérieur de la MRC de la vallée du Richelieu. Donc, de Chambly à Saint-Antoine, Saint-Denis, des deux côtés de la rivière. Et la mission première de la Route des arts du Richelieu, c'est vraiment de donner une visibilité aux artistes d'ici. Donc, on parle d'achat local, aussi au niveau des toiles, ça s'applique aussi, ou des œuvres. Mais vous avez parlé d'une formation que vous offrez maintenant. Je dis une formation, mais c'est comme un atelier. Bien, en fait, tout a commencé un peu l'année passée avec le Sommet des arts, qui avait été sur une fin de semaine, en fait. On invitait les artistes de tous les niveaux. Il y avait des panels de discussion, il y avait des artistes professionnels qui expliquaient leur démarche, comment ils sont arrivés, tout ça. Il y a eu une très bonne réponse, en fait, de beaucoup d'artistes qui trouvaient ça intéressant. Donc, cette année, on fait un deuxième Sommet des arts qui, en fait, c'est le but d'informer les artistes avec tout ce qui est... On a souvent des questions, en fait, quand on est artiste. Comment on fait ci, comment on fait ça, comment je m'y prends. Donc, en invitant des artistes professionnels qui ont déjà fait un cheminement, bien, c'est d'expliquer aux émergents ou aux nouveaux dans le milieu bien, comment s'organiser, comment... Parce qu'il y a quand même une certaine norme à respecter quand il vient le temps de faire des ventes d'œuvres ou autres. Il y a comme une certaine catégorie de... Bien, que ce soit que d'écrire sa démarche, Oui, comment ça. monter son dossier, comment présenter ses œuvres, comment s'adresser aux galeries, comment choisir sa galerie ou comment choisir de se diffuser, parce qu'il y a beaucoup de façons aujourd'hui de se diffuser, les réseaux sociaux. Donc, c'est toutes les petites subtilités derrière l'artiste, parce qu'on s'entend que l'artiste est entrepreneur aussi en même temps. Donc, ce n'est pas juste de créer, malheureusement. C'est ce qu'on aimerait, avoir que ça à faire. Mais il y a toute la logistique derrière la diffusion. Ça tombe un peu sous la bannière de travailleurs autonomes. Absolument. Donc, il faut savoir comment comptabiliser tout ça aussi. Absolument. Vous offrez de l'aide à ce niveau-là pour Oui, fait les que artistes. dans les prochaines années, les prochains mois, on va ouvrir des ateliers à la demande pour justement informer les artistes des démarches à suivre. C'est comme les outiller pour Exactement. mieux porter leurs œuvres. Oui. Oui. Puis la Route des arts comme telle, c'est la 9e édition cette année. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez eu comme nouveauté différemment? Comment vous en êtes venu à cette différence-là cette année? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau social. On parle d'inflation, on parle de différentes choses. Donc, à ce moment-là, il a fallu vous renouveler à chaque année parce qu'au début, il y avait d'autres types de routes des arts dans la région. Vous avez été capable de tout amalgamer ça. Oui, bien, c'est ça aussi, c'est que d'année en année, naturellement, on est tout le temps tributaire des subventions pour pouvoir mettre des événements, créer des événements. D'année en année, on se fait dire qu'il faudrait que vous deveniez un petit peu plus autonome.
Donc, on est aussi à l'écoute des visiteurs et des artistes. Donc, c'est ce qui fait qu'on a pris cette nouvelle tangente-là cette année. On aime dire maintenant que la Route des Arts, c'est créateur d'événements. Oui. Donc, on devient des créateurs d'événements. D'ailleurs, on va avoir un premier événement le 29 mai, un 5 à 7, qui s'adresse aux artistes qui font des symposiums durant l'été. Les artistes qui en sont à leur premier symposium ou qui ont des questionnements, donc quoi apporter, comment s'installer, comment accrocher, comment décrocher, comment recevoir les gens, quelle boîte à outils apporter, comment installer son chapiteau. Il y a beaucoup de questionnements qu'on se fait souvent poser par les artistes, justement, parce qu'on est à notre première édition de symposium. Plein d'artistes qui ont envoyé leur dossier avec ces questions-là. Donc, on va avoir un 5 à 7 qui va se tenir à l'ancienne maison touristique sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Belleuil, qui, à partir de juin, va être le local de la Route des Arts du Richelieu. Donc, on va avoir pignon sur rue, qui va nous permettre de créer justement des petits événements, puis d'inviter les gens à venir à notre rencontre, les artistes ou pas, qui ont des questionnements au niveau des arts visuels ou des métiers d'art. C'est préférable d'aller sur place, certainement, mais vous avez aussi un site Internet. On a notre site Internet puis où tous les événements sont affichés. Oui. Et en terminant, qu'est-ce qui vous fait revenir à chaque année pour vous impliquer? Pour être présidente du CA, ça demande beaucoup d'implication. Donc, qu'est-ce qui vous fait que vous revenez à chaque année comme ça? Bien, en fait, le milieu des arts visuels, c'est souvent tout ce qui est art. On dit souvent qu'on est les enfants pauvres. C'est difficile de se diffuser, c'est difficile de prendre notre place, c'est difficile d'avoir des bourses. Donc, pour moi, je trouve que c'est important de permettre aux artistes d'avoir une porte ouverte, pour pas faire le jeu de mots pour septembre, de pouvoir présenter leur travail. Je pense que c'est important qu'on prenne cette initiative-là puis d'aider les artistes à pouvoir se diffuser. Donc, on invite les artistes à s'outiller aussi en allant visiter votre site Internet ou en posant des questions directement ou téléphonant. On va mettre l'adresse au bas de l'écran. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. On rencontre Noé Poblette, qui est porte-parole de la Grande Journée des petits entrepreneurs. Bonjour Noé. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Peux-tu nous expliquer, en gros, c'est quoi cette journée-là? Donc, la Grande Journée des petits entrepreneurs, en fait, c'est un événement annuel qui est le 7 juin cette année. C'est un événement où, en fait, les jeunes de 5 à 17 ans se partent pour une journée leur propre entreprise. Donc, en fait, ça, c'est les grosses lignes. On les accompagne, évidemment, à travers tout ça, mais c'est l'événement. Toi, tu avais déjà participé à cette journée-là. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé? Oui, donc moi, en fait, avec ma petite sœur, on a parti ensemble pour la 2e édition, une compagnie qui s'appelle Double Identité. On faisait des nœuds papillons. Ça, c'était en quelle année environ? Ça, c'était en 2015. Okay. 2015. Fait qu'on faisait des nœuds papillons à la base, c'était des petits rectangles en feutre. On a fait ça juste pour la grande journée, pour la première journée. Mais comme beaucoup d'autres jeunes aussi, on a juste continué cette entreprise-là à la fin de l'événement, tellement on a juste une belle expérience, en fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir fait cette journée-là? Tellement de choses. Très honnêtement, ça a changé complètement ma vision sur mon futur, sur ma carrière. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Pareil pour ma petite sœur. C'est vraiment un événement qui apporte tellement aux jeunes et c'est quelque chose qui ne peut pas être répliqué d'aucune autre façon, en fait. Là. Ça, c'est partout au Québec? C'est partout au Québec. On peut s'inscrire à partir de fin février. On peut participer dans l'un de nos 200 marchés ou directement devant son domicile, donc pour ceux qui sont un peu plus loin des grosses villes et des marchés déjà organisés. Qu'est-ce qu'on entend par marché ou à domicile? Donc en fait, ça, c'est les deux manières de participer à la grande journée. C'est soit devant son domicile, donc on se fait soi-même son petit stand, on donne évidemment... Limonade. Exactement, limonade, vêtements. Il y a des jeunes qui sont très, très créatifs. On peut être créatif, c'est l'opportunité. Il y en a beaucoup qui sont très, très impressionnants. Il y a des jeunes qui font des impressions en 3D, il y a des jeunes qui font des vêtements, des bijoux. Ça va beaucoup plus loin que la limonade. Là. Pas que la limonade, ce soit pas bon, j'en ai goûté des très, très bonnes. Il y avait des jeunes, par exemple, ils faisaient toujours des boissons, mais ils faisaient un mini-bar sans alcool. Et c'était des très, très bonnes boissons avec un menu complet, les ingrédients des différents cocktails, c'était honnêtement succulent. Et j'en ai trop bu, j'en ai vraiment trop bu. Mais c'est ça, on peut le faire soit devant son domicile, avec évidemment le branding qu'on les aide à faire, pour en fait qu'on puisse voir qu'ils font partie de la grande journée. Ou sinon, il y a beaucoup de marchés qui sont organisés. N'importe qui peut partir un marché, ils doivent faire une soumission, par la suite on analyse, voir si c'est sécuritaire et ça répond à ce que la grande journée représente. Et si c'est le cas, ils peuvent ouvrir leur marché, n'importe qui peut s'inscrire. La plupart des marchés ont leur propre
page Facebook. Ça va être un regroupement de différents kiosques. Exactement. C'est un regroupement. Plusieurs universités les font. Ils prêtent des locaux. Puis là, tu as tous les jeunes qui sont alignés. C'est très, très beau à voir. Il y a les parents qui vont de kiosque en kiosque, les familles, les amis. Il y a combien de jeunes qui sont présentement inscrits pour la journée? On est près de 10 000 jeunes déjà inscrits. Ça, c'est excluant les marchés en plus, qu'on ne sait pas exactement il y a combien de jeunes dans chacun des 200 marchés qu'on a déjà d'inscrits. Donc, c'est beaucoup de jeunes. Je suis très, très content qu'ils vont avoir tous l'occasion de vivre cette belle expérience-là. OK. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, comment ça fonctionne? Puis qu'est-ce que ça donne surtout de s'inscrire? Donc, en fait, on peut s'inscrire jusqu'au 7 juin, qui est la date de l'événement, directement sur petitentrepreneur.ca. En fait, ça vous amène, premièrement, le coffre à outils qui, en fait, aide les jeunes vraiment de l'idéation, donc vraiment de la création de l'idée de l'entreprise jusqu'au service à la clientèle. Donc vraiment, on les accompagne, on les tient par la main à travers tout le processus. Et aussi, en fait, ils vont être identifiés directement sur notre application ainsi que sur le site web. Ils vont être identifiés où est-ce que leur entreprise est s'ils sont devant leur domicile, ainsi que tous les marchés vont être identifiés. Donc, pour que les gens qui sont intéressés à aller les encourager aient de la facilité à les trouver. Non, c'est très bien. C'est une première expérience pour des personnes qui peuvent être prédisposées à vouloir avoir une entreprise dans le futur. Exact. On ne vit pas ça à l'école, normalement. 100%. À l'école, on fait nos cours dans les matières, puis on gradue tranquillement, puis Exact. après ça, on se destine pour le marché du travail. Mais qu'est-ce que ça représente pour ces jeunes-là quand ils se découvrent qu'il y a une autre voie qui peut leur être ouverte? Mais c'est non seulement découvrir qu'il y a une autre voie qui justement est moins mise de l'avant malheureusement dans le système éducatif, mais c'est aussi que en fait, à travers cet organisme-là et à travers cette grande journée-là, les jeunes ont justement l'occasion de vivre être un entrepreneur. Pas juste découvrir que c'est possible d'en devenir un, mais vraiment en être un, partir d'une entreprise qui la continue après ou non. Ça leur amène beaucoup de confiance en eux, confiance en leur habilité, confiance en leur débrouillardise. Ça leur amène la créativité. Ils doivent trouver des fois des solutions créatives aussi. Il y avait un jeune, par exemple, il était rendu la veille de la grande journée ou une semaine avant la grande journée, puis il a réalisé, OK, j'ai pas assez d'employés pour m'occuper du kiosque. Fait que là, il était comme, OK, il faut que je trouve une solution maintenant. Fait que là, il a commencé, OK, c'est quoi mes options? J'ai la famille, j'ai les amis, j'ai les profs, j'ai les gens à l'école. Il a trouvé une solution. Finalement, son kiosque était prêt. Il a eu le temps, il s'est organisé à temps. Puis justement, ça lui a amené justement une confiance en sa débrouillardise que l'école n'aurait pas pu lui amener de la même façon. Non. Quand l'école, pour répondre à des questions, on a des choix, on se fait poser la question, mais quand un vrai entrepreneur, lui, il est confronté, il est dans un état de nécessité, comme vous venez de le dire, il faut qu'il trouve une solution par lui-même. Puis c'est souvent pas toujours ceux qui ont été les meilleurs à l'école qui performent bien dans un environnement d'entrepreneur. Je suis d'accord, mais c'est ça, ça permet justement... Ceux qui sont plus turbulents ou qui ont plus d'énergie, c'est quand ils sont justement dans un optique plus d'entrepreneur, ça peut être eux justement qui ont l'énergie pour aller frapper à toutes les portes pour réussir à avoir du succès. Définitivement, mais c'est ça, mais c'est que ça permet à tout le monde, je pense, de briller à travers ces différentes qualités. Il y en a qui vont être plus créatifs, qui vont faire vraiment plus une entreprise qui va peut-être faire de l'art. Il y en a qui faisaient des pièces d'art, littéralement des peintures. Il y en a qui peuvent faire des bijoux, des vêtements. Ça, c'est plus du côté créatif. Sinon, ça peut être du côté quelqu'un qui est très volubile, qui aime s'exprimer. Il y avait un jeune, comme par exemple, qui a créé une entreprise d'animation de jeux. Donc, il y avait des différents jeux auxquels on pouvait participer pour un coup. Après, il donnait des billets. Avec les billets, tu gagnais des points. Tu pouvais gagner des prix par la suite. Il était comme le maître du jeu. Il faisait vraiment une animation complète de A à Z. Et ça, c'est évidemment un jeune qui était très, très social, très volubile. Donc, il a pu briller de ce côté-là. Les gens qui sont peut-être plus renfermés, mais très, très créatifs, peuvent briller aussi dans leur qualité. Donc, ça permet à tout le monde, justement, de vivre une belle expérience. Est-ce que aussi ça peut nous rapprocher de notre famille ou des amis quand un jeune, justement, participe à ça? 100%. On l'a beaucoup entendu des jeunes, de voir, après tous les efforts qu'ils ont mis dans leur entreprise, de voir, justement, les parents, les amis, les professeurs, le quartier, les voisins, vraiment s'intéresser à ce que le jeune a bâti lui-même et vraiment, non seulement faire de l'argent avec ça, mais aussi de juste vivre ce côté-là, de recevoir tellement de validation et d'encouragement et d'applaudissements après tellement d'efforts. C'est extrêmement, extrêmement beau pour ces jeunes-là à vivre. Oui, Pablette, je rappelle, vous êtes porte-parole pour la grande journée des petits entrepreneurs. Je rappelle, le 7 juin 2025, on peut encore s'inscrire jusqu'au 7 juin sur le site internet petitsentrepreneurs.ca. Merci beaucoup de participer à ça. Merci. Vous êtes un super porte-parole. Vous avez vécu vous-même. Ça transparaît que ça vous a marqué.
Puis je suis certain que je voulais justement marquer d'autres personnes comme vous l'avez été. Merci beaucoup et puis bon succès avec la journée. Merci. Bonjour, je suis à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Je suis en bonne compagnie, mais j'ai déjà hâte de vous les présenter parce qu'on vient annoncer en fait le Fonds microcrédit agricole de la MRC Vallée du Richelieu. Donc, je suis accompagnée de Audrey Théoret, Julien Levac-Joubert et Madame Levac. Donc, je suis ici chez vous, puis c'est vous qui avez déposé en fait là, pour avoir le Fonds de crédit micro-agricole. Donc, vous l'avez obtenu, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire avec. Nous, on va utiliser les fonds qui nous ont été alloués pour ouvrir une chaîne de production pour valoriser la cire d'abeille, qui est un produit qu'on pouvait moins valoriser que les autres produits apicoles. Puis, si je me réfère à... Vous avez une boutique aussi qui est ouverte à l'année? Ou oui? C'est exact. On a une boutique ici à la ferme à Saint-Antoine sur le rang de l'Acadie qui est ouverte à l'année. Donc, c'est un endroit à venir visiter. Je vous invite. Puis, on va continuer. J'ai quelques questions par la suite où on va se faire questionner, justement. Donc, merci de nous recevoir. Est-ce que je peux vous demander c'est quoi la valorisation de la cire d'abeille? Au niveau de la valorisation de la cire d'abeille, les clients sont intéressés donc par une variété de produits au niveau de la cire. On peut penser par exemple aux chandelles. On peut penser aussi à la cire d'abeille pure pour le traitement du bois pour certains produits d'artisanat. Il y a des clients aussi qui vont nous demander de la cire pour pouvoir développer des cosmétiques. C'est au niveau de ces choses-là. Est-ce que vous en produisez ici de ces produits-là? On a commencé tranquillement pas vite à en produire ici, mais là, avec l'aide du Fonds de microcrédit agricole, on va être en mesure de pouvoir vraiment développer une salle avec les équipements pour pouvoir faire une production qui est encore plus efficace. Ça ici, c'est plusieurs colonies ou c'en est juste une? Chacun des toits que vous voyez là, dans le fond, c'est des familles différentes. Une ruche, une reine. Donc, avec une reine différente. Oui, exactement. En fait, là, vous avez des identifiants sur les ruches. Là. Puis les identifiants, chaque identifiant, c'est pour une colonie différente. Puis c'est vraiment, après ma base, c'est pour identifier la reine. Donc, on sait la reine, c'est qui. On a dans un registre, elle provient de où. Puis on connaît son âge également. Ça me fait un grand plaisir, en fait, de vous remettre au nom du Réseau Agri-Conseil Montérégie une bourse de 500 $ pour de la formation des services conseils. Donc, et voilà à vous. Et la MRC Vallée du Richelieu, avec ses partenaires, sont très contents de vous remettre ce fonds microcrédit agricole. Madame Théoret, Madame Levac, Monsieur Levac-Joubert, félicitations. Vous êtes des sources d'inspiration. Merci. Merci. beaucoup. Donc, Madame la préfète, Nadeau, et Madame Pommier, pourquoi c'était important pour vous de soutenir les entreprises agricoles? En fait, tout part de notre plan de développement de la zone agricole. On voulait soutenir les projets innovants et aussi la relève. Puis, il y avait d'autres facteurs, entre autres. Puis, les partenaires aussi, ils nous avaient approchés comme la financière agricole pour qu'on puisse faire ce type de fonds microcrédit agricole. Donc, Madame Pommier, je sais que vous avez eu aussi à travailler avec des producteurs qui ont déposé leurs projets par le passé. Oui, bien en 2022, on a eu 2 entreprises qui ont eu un prêt. En 2023, il y a aussi eu 2 entreprises, puis cette année, on a eu une entreprise. Donc, on est très contents, puis on espère que ça va faire boule de neige, puis qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir soumissionner pour avoir ce fonds. Est-ce qu'il va pouvoir avoir un nouvel appel de mise à projet? Oui, en octobre, on va relancer un appel à projet pour le Fonds de microcrédit agricole. Donc, les entreprises vont pouvoir déposer leur candidature sur le site de la MRCVR. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir, merci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'émission cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Communiquez avec nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Régional.